Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous fais le book haul de tous mes achats de novembre et de ceux que j'ai fait la semaine passée au Salon du Livre. Alors dans le fond, j'ai déjà divisé mes achats en deux parties, donc ceux du Salon du Livre puis les autres. Alors, je vais commencer par ceux du Salon du Livre. Il y en a que j'ai acheté pour moi et d'autres que j'ai acheté pour la famille, pour Noël, parce que moi, je vais faire mes achats plutôt au mois de novembre, parce qu'au mois de décembre, j'ai de moins en moins le temps. Il y a plein de monde partout, donc d'habitude, j'essaie d'éviter le mois de décembre. Alors, c'est pour ça que là, j'ai quand même fait plusieurs achats. Alors, on va commencer. Les trois premiers que je vais vous montrer, je vous les ai déjà montrés dans ma vidéo du Salon du Livre, fait que je vais les repasser vite. Alors, le premier, c'est Nancy Houston, l'espèce fabulatrice. Alors, je vous avais déjà donné un petit indice comme quoi l'homme, c'était l'espèce fabulatrice. Alors, pourquoi? C'est parce que l'homme, dans le fond, va se faire des fictions sur sa vie. Donc, je suis pas en train de dire que la réalité n'existe pas. Au contraire, notre réalité à tous, ce sont les fictions, les petites histoires qu'on se fait sur elles. Donc, voilà, la réalité, c'est pas quelque chose d'objectif puis de autre que nous. Au contraire, c'est les noms qu'on donne à notre enfant font partie de la fiction parce qu'on ne peut pas inventer, par exemple, un prénom pour notre enfant du genre, puis là, il donne un exemple dans le livre, là, mais je vais en inventer un autre, du genre blablabla. On ne peut pas appeler notre enfant comme ça. Donc, c'est obligé d'être un nom qui existe déjà, donc qui fait partie du passé, puis qui a une histoire à lui-même. Donc, c'est tous des petits exemples comme ça, puis c'est pas pessimiste, là, faut pas virer fou avec ça, mais c'est très, très, très intéressant. Ensuite, les deux autres, ce sont Journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière. Je ne sais pas si je vous avais montré l'intérieur du livre, mais j'ai reçu une autographe de Dany Laferrière. C'est l'autographe la plus cool que j'ai jamais reçue de ma vie. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, dans le fond, ça, c'est l'autographe. Puis, il a dessiné une fleur à gauche, avec même un sol à 3 étages. Puis, je trouve ça tellement chouette, comme c'est quel auteur qui va mettre une fleur dans ses autographes? Ben, Dany Laferrière. Fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé la fleur. Et le dernier, c'était Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, qui est, je vous le rappelle, l'équivalent de notre Gaston Miron québécois à nous. Alors, très, très hâte de le lire. Ensuite, un livre que j'ai acheté parce que je l'ai découvert sur les vidéos des booktubers, c'est un roman épistolaire et puis il s'appelle 1414. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon de 2014 qui va envoyer des lettres à un garçon de 1914. Alors là, comme lecteur qui n'a pas encore entamé le livre, là je me demande, mais là si celui de 1914 meurt, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas pouvoir avertir l'autre. Puis comment ça se fait que deux garçons de différentes époques peuvent communiquer? Il y a de la magie là-dedans. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire et aussi parce que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc c'est pas n'importe quelle époque. Alors j'ai vraiment, vraiment hâte de lire. Si vous voulez écouter un avis sur ce livre-là, je l'ai juste vu sur la chaîne de Margot Liseuse, puis je me souviens plus dans quelle vidéo, donc vous chercheriez longtemps, mais je sais qu'elle a fait un avis dessus parce qu'elle l'a déjà lu longtemps. Maintenant, pour les livres que mon père a acheté pour quelqu'un ou que moi j'ai acheté pour mon père, on va commencer par celui que je lui ai acheté pour Noël. C'est Dépasser l'horizon de Mylène Paquette. Alors ça, c'est un journal intime que cette dame-là a écrit pendant sa traversée en aviron, un petit bateau à aviron, de l'Atlantique Nord, du Canada jusqu'en France. Donc, c'est vraiment quelque chose comme expérience. Ça me fait beaucoup penser au film Histoire de Pi. Bien sûr, si elle avait besoin d'aide un jour, il allait avoir des secours qui allaient arriver. Son bateau a l'air quand même pas mal équipé, mais elle reste seule quand même pendant des jours et des jours et des jours. Donc, ça doit vraiment être difficile de combattre des fois contre les voix dans sa tête. Alors, quand elle est revenue, elle a publié le journal qu'elle écrivait dans le fond sur son bateau. Et puis, un peu avant le bateau aussi. Et donc, ça a l'air super intéressant à découvrir cette expérience-là par ses yeux. Et le dernier, c'est une bande dessinée que je ne connais absolument pas. C'est Les Tuniques Bleues numéro 56, Dent pour Dent. Et c'est dessiné par Willy Lambille et le scénario de Raoul Cauvin. Alors, s'il y a quelqu'un
qui connaît les tuniques bleues puis qui veut me le dire en barre de commentaires, ça me ferait plaisir. Et puis ça, c'est la 4e de couverture avec la liste de toutes les bandes dessinées, de tous les numéros dans le fond de cette série-là. Alors voilà pour les livres du Salon du Livre. Maintenant, pour ceux que j'ai achetés le reste du mois de novembre, c'est des livres médiévaux et des livres genre que sais-je. Et puis pour les livres médiévaux, je sais que j'en parle souvent, mais en ce moment c'est ça qui m'intéresse. Fait que c'est sûr que je vais essayer de faire de la variété puis de vous présenter autre chose. Mais pour l'instant, c'est ça que j'achète parce que j'aime ça. Voilà. Le premier que j'ai acheté, c'est Érec et Énide de Chrétien de Troyes. Alors Chrétien de Troyes, c'est un auteur très connu du Moyen-Âge. Alors, les médiévistes ont fait plusieurs travaux, analyses, traductions de Chrétien de Troyes. Et Érec et Énide, c'est son premier tome. C'est pas son premier tome, c'est son premier livre. Et puis, c'est là pour la première fois qu'on va rencontrer Lancelot et les autres chevaliers de la Table Ronde. J'hésitais entre acheter lui ou Cligès, qui est son deuxième livre et qui est une réécriture parodique de Tristan Iseult. Donc ça m'attirait vraiment, mais je me suis dit, vu que j'ai l'intention de tous les acheter, je vais commencer par le premier. Alors voilà, et puis à l'endos, on dit que c'est une collection dirigée par Michel Zinc. Alors il y a plusieurs noms de médiévistes qui ressortent souvent dans les travaux de recherche, dans l'analyse, tout ça. Et donc, lui, Michel Zinc, il fait partie de ces noms-là, des noms en qui on peut avoir confiance quand on trouve un livre où il y a son nom écrit dessus, puis qui a participé et tout ça. Alors, voilà. Je vais vous présenter l'autre livre que j'ai acheté avec un autre nom aussi. Alors, le résumé en 4e de couverture, puis un résumé aussi de Lettres Gothiques, qui est l'édition. Lettres Gothiques fait aussi partie de ces maisons d'édition que j'apprécie beaucoup pour publier des livres médiévaux. Il y a celle-là, puis il y a une autre aussi que je vais vous montrer. Donc, voilà pour Érec et Énide avec la super belle image en avant. Le deuxième, c'est Délai de Marie de France. Alors, elle est publiée au GF Flammarion. GF Flammarion, c'est une super bonne édition bilingue des livres médiévaux. Lettres gothiques, tantôt avec Érec et Énide, aussi était bilingue. Donc, ce qui est chouette, c'est que c'est bilingue. Donc, on a sur la page de gauche l'ancien français, la langue dans laquelle le texte a été écrit. Et puis, sur la page de droite, on a la traduction en français moderne, soit notre langue. Donc, c'est vraiment chouette pour pouvoir comparer les mots, comment c'était dit. Je peux vous montrer un exemple à l'intérieur. Et puis, dans le fond, les laits de Marie de France, des laits pour faire histoire courte, c'est une histoire courte. Désolée pour le mauvais jeu de mots. Et puis, pourquoi on dit Marie de France? C'est parce que c'est une poétesse française qui est allée écrire à la cour d'Angleterre. Donc, il fallait préciser qu'elle était de France. Et puis, elle a écrit en français parce que là-bas, il y avait une communauté française. Donc, j'ai vraiment très hâte de la découvrir. Et on dit que c'est traduit ici par Alexandre Michat. Alexandre Michat, un autre nom en qui on peut avoir confiance et qui revient très, très souvent. Ces laits-là ont été publiés en passant, composé vers 1160. Sur l'édition Folio Classique, c'est Pyramétis B, Narcisse et Philoména, des réécritures des textes d'Ovide, qui vient de l'Antiquité. Donc c'est chouette parce que j'ai comme un 3 pour 1, donc c'est comme une illusion que j'ai payé moins cher. Bref. Alors, je vais vous raconter un peu c'est quoi les 3 textes. Alors, je vais commencer par le bas parce que le haut, c'est le meilleur. Philoména, donc, c'est une réécriture d'un des textes d'Ovide, je crois écrit par Chrétien de Troyes, mais Philoména, je ne sais pas trop de quoi ça parle, donc là, on n'est pas très avancé. Narcisse, on le connaît tous, c'est l'homme qui tombe amoureux de son reflet dans l'eau et qui va tomber dans l'eau et se noyer finalement. Et là, on n'a toujours pas parlé de Écho, qui était amoureuse de Narcisse. Mais ça, c'est une autre histoire des métamorphoses d'Ovide. Et le troisième, c'est Pyramétis B. Et eux, ce sont les ancêtres de Roméo et Juliette. Sauf que c'est un Roméo et Juliette tellement plus cool parce qu'il y a un tigre et parce qu'on raconte l'origine de la couleur des murs. Parce que là, sont jaunes aujourd'hui, sont noirs en ce moment, n'est-ce pas? Mais avant, elles n'étaient pas noires. Les derniers livres, c'est les romans, que sais-je, touristiques, un peu connaissance, un peu livre de référence, que d'habitude on n'achète pas, mais que moi, j'ai fait la folie d'acheter.
Donc, le premier, j'ai pas pu résister en le voyant. Vous l'avez vu déjà dans une de mes vidéos d'été parce que j'avais loué à la bibliothèque et là, je l'ai vu, la nouvelle édition à mon école. Donc, je me suis ruée dessus. Alors, c'est le fameux Routard avec des informations sur la Guadeloupe. Et puis, c'est l'édition 2015. Donc, je crois que j'avais l'édition 2013 cet été. Ce que j'aime beaucoup de ce guide-là, c'est que non seulement on dit dans quel hôtel aller et tout ça, ça c'est quasiment pas intéressant, mais dans les premières pages du guide, on vous informe sur la culture là-bas, la nourriture là-bas, le langage, comment tu parles, comment se comporter, comment eux vont te recevoir. On parle du climat, de quand il va y avoir des possibles tempêtes, c'est quand la période des catastrophes naturelles. Donc évidemment, ben, si tu veux avoir une vacance calme, tu vas pas en Guadeloupe dans ces périodes-là. Sinon, si tu veux un peu l'aventure, ben, tu y vas. Et puis voilà, donc c'est vraiment un bon guide touristique pour ma part. Le premier que sais-je sur le plancton de PUF, donc Presse universitaire de France, écrit par Girard Séguin, Jean-Claude Braconneau et Bernard Elkem. Alors pourquoi le plancton? C'est pas un intérêt que j'ai vraiment fort, là. Au contraire, j'avais acheté pour ma sœur et c'était une blague entre nous deux. Mais puisque j'ai quand même acheté, je vais me faire violence et le lire. Et puis le plancton, c'est la base de, je pense, la chaîne alimentaire là, de l'eau, n'est-ce pas? De la mer et tout ça. Donc, je vais le lire, puis ça me fera quelque chose pour ma culture personnelle. Ensuite, l'architecture médiévale en Occident de Damien Carraz, toujours chez PUF. Alors ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que c'est comme ma fibre histoire de l'art qui est attirée vers ça. Et puis, ce que j'aime dans les que sais-je aussi, c'est que les images, quand il y en a, sont super claires, super détaillées. Et j'aime aussi que les que sais-je donnent assez d'informations pour faire un bon tour, un bon résumé de la chose, puis un bon starter pour une recherche, par exemple, ou pour s'intéresser sur un sujet. Un bien meilleur début que Wikipédia. Donc, je vais vous montrer une image de cathédrale qui est expliquée. Donc, on explique les structures de la cathédrale. Et pour ceux peut-être qui habitent dans le coin, peut-être qu'ils vont la reconnaître, c'est la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Alors, voilà. Alors, voici une image de la cathédrale. Donc, c'est super beau, je trouve, les images. Je trouve ça vraiment bien. Et le dernier, toujours chez Que sais-je, mais avec une couverture différente, je ne sais pas trop pourquoi. On dit que c'est collection Histoire-Géographie, écrit par Nelly Labert et Bénédicte Serre. Alors, c'est les 100 mots du Moyen-Âge à ne pas comprendre comme les 100 mots qu'on dit le plus souvent au Moyen-Âge, mais bien comme les 100 mots les plus importants qui ont une certaine valeur symbolique au Moyen-Âge. Donc, on va retrouver des mots comme clair, croisade, chevalier, bouclier, épée. Quoi d'autre? On va retrouver merveille, merlin, fabliau, dédicace, confession. Alors, plein de mots comme ça qui avaient une certaine signification au Moyen-Âge utilisée pour certaines situations, qui avaient une symbolique apportée à ça. Puis, justement, pour toutes ces raisons-là, ça m'intéresse grandement parce que c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'on pense des mots à certaines époques, parce que des fois, souvent, les significations changent au cours des époques. Alors, voilà pour ça. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était tous mes achats. J'espère que ça va vous avoir intéressé. D'ici une prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite de passer une super belle journée.